Oui, bonjour à tous. On est donc présent aujourd'hui pour vous parler de la croissance externe, une opportunité de développement. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner un peu le process, si vous voulez rentrer dans une démarche de croissance externe, et de mettre en avant les points de vigilance à avoir. On ne va pas pouvoir rentrer énormément dans les détails pendant une heure, mais voilà, c'est notre objectif. Donc, sont présents avec moi, donc je vais me présenter d'abord. Donc, je suis Madame Murat Roxana, donc je suis conseillère transmission reprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Après, nous avons Thomas Croci. Vous souhaitez vous présenter? Bonjour, Thomas Croci, donc directeur d'agence à la Banque Populaire Méditerranée. Et maître Nicolas Hennequin. Oui, bonjour à tous, Nicolas Hennequin du cabinet CNH Avocat. Voilà. Donc, pour commencer, la croissance externe, qu'est-ce que c'est? Donc, la croissance externe, c'est développer votre entreprise plus rapidement par le rachat d'une autre entreprise. Pourquoi on fait la croissance externe? Pour gagner en temps, pour les avantages suivants. Élargir, par exemple, sa gamme de produits, avoir un réseau commercial en place, des installations immédiatement disponibles et une main-d'œuvre déjà formée et expérimentée, ce qui permet d'éviter des recrutements supplémentaires pour sa croissance. Il y a différentes formes de croissance. Il y a ce qu'on appelle donc la croissance horizontale, qui est le fait de racheter une entreprise dans la même branche que la vôtre. Souvent, ça correspond à l'acquisition d'un concurrent. Nous, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons souvent des entreprises, par exemple, en nettoyage, qui font appel à de la croissance externe. Ça leur permet de récupérer de nouveaux contrats, de s'élargir géographiquement et d'avoir du personnel déjà présent et qualifié, si on peut dire. La même chose pour les entreprises d'entretien de jardin. Sinon, on a Renault, par exemple, qui rachète Nissan ou Dacia. Et Dacia plutôt. Après, il y a un autre type de croissance qui est la croissance donc, verticale. Donc, cette croissance, c'est je rachète une branche complémentaire à la mienne, soit des fournisseurs, des distributeurs. Donc, par exemple, au niveau des fournisseurs, pour bien contrôler mes approvisionnements, racheter un sous-traitant pour maîtriser la fabrication. Et puis, on peut aller jusqu'à ce qu'on a mis le détaillant, donc créer des points de distribution en propre pour s'assurer des débouchés de ces produits. Donc là, je vais prendre un peu ce qu'on a dans notre bourse session, mais une entreprise, par exemple, d'échafaudage qui rachèterait une entreprise de ravalement de façade. Ou dans plus connu, Béguin, les sucres, qui rachètent les emballages. Donc voilà, c'est un peu… Et puis, il y a une dernière croissance que je vois un peu en ce moment, une croissance qu'on appelle conglomérale. C'est un grand mot juste pour dire que c'est racheter une entreprise qui n'a rien du tout à voir avec votre secteur d'activité. Mais je l'ai remarqué dernièrement avec cette crise qu'il y a certaines entreprises qui sont peut-être plus dans le tourisme, donc plus touchées par la crise, qui essayent de racheter une autre entreprise qui a moins de difficultés en ce moment pour sûrement équilibrer les deux. Donc voilà. Quand vous décidez de rentrer dans une démarche de croissance externe, il faut vraiment définir une stratégie. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas partir juste pour le plaisir de croître. Il faut vraiment réfléchir pour quelles raisons j'ai envie de racheter une entreprise. Le process est long, chronophage, donc il faut vraiment se faire accompagner. C'est important. Donc, voilà, une fois que vous dites, bon, j'ai envie de croître, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Me diversifier, capter de nouveaux marchés, améliorer mes compétences. Tout ça, c'est vraiment indispensable. Faire une croissance pour grossir et flatter son ego, non, sans volonté stratégique, c'est dangereux. Oh, pardon. Une fois que vous avez défini donc, pourquoi vous voulez faire cette stratégie de développement, vous allez définir quelle est l'entreprise cible qui vous correspond le mieux. Son secteur d'activité, ça c'est la première chose, de voir est-ce que c'est le même secteur d'activité, on l'a vu avant, que je fais aujourd'hui, ou est-ce que c'est un secteur différent. Sa localisation, donc géographiquement, est-ce que c'est toute la France, est-ce que c'est PACA, est-ce que c'est le 06 par exemple. La taille de l'entreprise, souvent c'est en fonction de son chiffre d'affaires.
Ce qui est intéressant à ce moment-là, quand vous rentrez dans cette démarche et que vous commencez à définir vos critères, c'est d'aller voir son banquier et son comptable pour voir un peu avec eux qu'est-ce qu'on peut se permettre. Je pense que je ne sais pas si Thomas il veut rajouter quelque chose. Oui, effectivement, c'est toujours important d'aller en parler à son banquier pour effectivement savoir déjà, parce que quand on parle de croissance externe, généralement, vous avez votre propre entreprise qui, je le souhaite, dégage de la rentabilité. Donc, on a déjà une capacité d'investissement avec votre propre entreprise. Et après, c'est intéressant de voir, donc, avec cette rentabilité, qu'est-ce que vous pouvez acheter, puisque généralement, en fonction de la taille du chiffre d'affaires, ça nous donne une idée sur la valorisation de l'entreprise cible. Voilà, il faut vraiment, au niveau du financement, avoir les moyens de ses ambitions, pas toucher trop haut ni trop bas, voilà, en fonction de… Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire un petit point avant de se lancer avec son comptable et son banquier. Le fichier client aussi, quel type de client je recherche en final? Est-ce que je recherche des pros? Est-ce que je recherche des particuliers? Est-ce que je recherche des contrats récurrents, de la récurrence sur les contrats? Peut-être aujourd'hui, je veux me lancer un peu plus dans les marchés publics et racheter une entreprise qui est déjà qui intègre déjà les marchés publics dans ses clients. Et puis l'effectif qui va souvent avec la taille de l'entreprise. Une fois que vous avez défini ces critères, bien, vous pouvez chercher, si je peux dire ça comme ça, donc l'entreprise cible. Donc, dans plusieurs… donc, il y a deux types de démarches, et si je peux dire, il y a la démarche classique et une démarche proactive. La démarche classique, c'est aller voir ce qui existe dans les bourses d'opportunités, dans le domaine public, dans les sites Internet, la CCI, bien sûr, la CMA, les associations, les syndicats. Après, vous avez bien sûr le domaine des intermédiaires avec les cabinets d'intermédiation et ne pas hésiter donc à en parler autour de vous. Vous savez ce que vous recherchez, ça y est, vous avez bien défini. Donc, une fois que vous savez, vous pouvez parler à votre comptable, à votre banquier. Ils peuvent être au courant par leurs clients que des entreprises sont à vendre, le réseau professionnel, vos fournisseurs, en parler avec, si votre objectif, ce serait de racheter un de vos fournisseurs, en parler avec eux. Donc, ne vraiment pas hésiter de parler autour de vous de ce projet de reprise. Et puis, donc ça, c'est une démarche, on va dire, plutôt classique. Après, la démarche proactive, c'est de se dire, bon, j'ai défini, et je vais moi-même, en fait, démarcher l'entreprise cible qui peut correspondre. Donc, c'est une recherche vraiment ciblée. C'est moi qui vais démarcher des entreprises qui ne sont pas forcément sur le marché. Vous pouvez faire ce travail, bien sûr, tout seul. C'est long, je l'ai dit tout à l'heure, et chronophage, je me répète, mais vous pouvez aussi être accompagné, bien sûr en toute confidentialité, que ce soit pour le repreneur ou pour le cédant. La confidentialité, c'est indispensable. Donc nous, au niveau de la CCI, on a ce qu'on appelle une prestation qui s'appelle la recherche ciblée. Donc faire appel à nous, ça permet d'affiner, donc on travaille ensemble, on affine votre besoin. On oriente donc les recherches en fonction de vos critères géographiques, financiers, sectoriels. Ça vous permet donc de gagner du temps parce que nous allons donc, nous, en fait, en tant que CCI, donc ça vous permet aussi de bénéficier de notre notoriété, démarcher nous-mêmes des cédants, des chefs d'entreprise qui potentiellement seront intéressés par la cession d'entreprise. Donc, ce travail, ça vous permet de gagner du temps, de trier les dossiers et la mise en relation. Et puis surtout, d'accéder à ce qui est vraiment important, au marché caché des opportunités. Et donc, en fait, de reprendre une entreprise qui n'est même pas sur le marché. Voilà. Donc, une fois que, bon, ça c'était une première partie, là nous allons parler un peu plus de la structuration de cette croissance externe. Comment je vais, qu'est-ce que je vais racheter et comment je vais intégrer cette entreprise ou ce fonds de commerce dans ma propre entreprise. Nicolas. Oui, donc je prends la suite par rapport à l'exposé. Donc effectivement, l'une des étapes essentielles de la croissance externe, quel que soit le mode horizontal ou vertical, c'est effectivement de bien structurer son projet et d'un point de vue juridique de le borner au maximum pour éviter toute difficulté ou toute mauvaise surprise. Et c'est vrai que dans le cadre de la constitution de ce PowerPoint, on avait décidé de mettre, on a mis en avant les grandes lignes, dans les grandes lignes, les grandes phases par lesquelles vous pourriez passer ou qui pourraient vous intéresser
afin de réussir au mieux cette opération et ce projet de croissance. Et il est vrai que, et ça se voit, alors ça dépend des activités, mais on le voit assez souvent, notamment dans la restauration, où souvent il y a une phase test qui se met en place, qui consiste à conclure avec le futur cédant un contrat de location-gérance, donc qui vous permet, sur une durée limitée, de prendre en main l'exploitation de l'activité et donc d'avoir une visibilité sur les conditions de fonctionnement, de rentabilité et donc au final de bien pouvoir vous positionner en pleine connaissance de cause. Donc ça peut être un élément de levier, en tout cas un élément intéressant qui est engageant sur une période déterminée mais qui n'est pas extrêmement longue et qui vous permet donc de procéder à toutes les vérifications d'usage concernant l'activité que vous aimeriez reprendre. Donc ça peut être une première piste de réflexion, le contrat de location-gérance. Alors, bien entendu, ça s'accompagne, ce contrat, il est régi, il est organisé, il a un contenu qui est bien déterminé avec des clauses spécifiques qui font que vous pouvez le façonner et l'établir selon le modèle qui vous convient le mieux ou l'organisation qui vous convient le mieux pour partir sur des conditions qui vous sont adéquates. Après, on passe sur des opérations plus traditionnelles. Donc, ça veut dire que là, on n'est plus, on ne fait pas en application de cette phase test et donc de la mise en place d'un contrat de location-gérance. Et on part sur la procédure qui est la procédure d'achat. Alors, il y a différents types d'opérations et différents types d'achats qui sont envisageables lorsqu'on cherche à faire de la croissance externe. Très traditionnellement, la croissance passe par le rachat d'un fonds de commerce, donc par une entreprise individuelle. Donc, ça dépend de la qualité de l'acheteur. Est-ce que c'est une personne physique ou par une personne morale, c'est-à-dire est-ce que c'est une société? Donc, l'achat du fonds de commerce est quelque chose de tout à fait classique et qui se fait très, très, très régulièrement et qui consiste à donc ne pas acheter la société en elle-même, mais simplement l'activité qu'elle a créée et qu'elle a développée au fil des années. De la même manière, l'achat du fonds de commerce passe par la mise en place d'une promesse qui est liée à des conditions suspensives, souvent qui consistent à prévoir que le contrat ne sera validé qu'une fois que le financement sera entériné par l'intermédiaire de la banque qui suit le projet. On peut prévoir d'autres types de conditions suspensives, mais celle-ci est généralement la principale. Bon, bien entendu, on parle des clauses de non-concurrence. Il y a les questions relatives à la reprise ou non des salariés. Voilà, un certain nombre de choses qu'il faut cadrer en amont de la signature définitive de l'acte d'acquisition pour s'engager dans des conditions qui sont convenables et équitables. Donc, l'achat du fonds de commerce est quelque chose de tout à fait intéressant et qui présente une grosse différence par rapport à un rachat de parts ou d'actions de société selon la forme de la structure qui exploite, dans la mesure où vous ne faites qu'une reprise de l'activité, contrairement au rachat des parts ou d'actions où vous reprenez l'activité, mais vous reprenez également le passif de la société, donc à savoir l'intégralité des dettes dont la société est débitrice. Donc, ça peut être les deux opérations peuvent s'entendre, mais très souvent, quand on n'a pas de recul par rapport à la société qui est exploitée ou qu'on se rend compte qu'il y a un niveau d'endettement qui est trop important, qu'il est préférable de vous reporter sur une cession de fonds de commerce qui donc limite clairement la portée de vos engagements et évite également et bien souvent des mauvaises surprises, notamment lorsqu'on se trouve dans le cas d'un rachat de parts ou d'actions ou des passifs qui n'auraient pas été identifiés ou qui n'auraient pas été déclarés par le vendeur apparaissent postérieurement à la vente et entraînent donc une source de conflit et de difficultés avec le cédant puisque ça génère des demandes de remboursement concernant le prix de vente. Donc, l'une ou l'autre des opérations peut parfaitement s'envisager. Vous avez bien compris que le périmètre, par contre, de l'opération est différent. Fonds de commerce, je ne rachète que l'activité. Le rachat des parts, je rachète l'intégralité de l'activité, mais également, je reprends à ma charge le passif et donc les dettes de la société. Donc, tout ça doit faire l'objet d'une analyse au préalable par l'intermédiaire d'un expert comptable et d'un avocat, idéalement, dans le but de s'assurer que
que la présentation de la société, en tout cas que les informations qu'on vous fournit, sont claires et qu'elles ne présentent pas de difficultés particulières. Nicolas, si je peux me permettre, il y a aussi peut-être un autre critère qui peut être pris en compte, c'est surtout sur des croissances où on recherche du client et du contrat. Est-ce que si j'ai une entreprise qui derrière a des contrats avec ses clients et de la récurrence, est-ce qu'on choisit plus l'achat de parts à ce moment-là pour être sûr de garder ses clients ou pas forcément? Le principe, c'est que le rachat du fonds de commerce entraîne le rachat de la clientèle. Hein. Dans tous les cas, il est inclus. D'accord. Après, je ne rentre pas effectivement exactement dans un détail extrêmement précis, mais un fonds de commerce, les principaux éléments qui caractérisent l'existence d'un fonds de commerce, c'est à la fois le bail commercial qui permet donc d'exploiter l'activité dans un lieu qui est déterminé. Alors ça dépend ça dépend de l'importance de ce local. Est-ce qu'on est sur une activité avec une zone de passage, d'achalandise, avec une clientèle de quartier qui fait que le bail a une prépondérance, mais également le rachat du fonds de commerce intègre bien entendu le rachat de l'intégralité de la clientèle. Et donc, s'il y a des contrats qui comportent des récurrences, c'est intégré et compris dans le rachat du fonds de commerce. En fait, le rachat du fonds de commerce, vous ne rachetez encore une fois que l'activité, alors que le rachat de parts ou d'actions, vous rachetez une société, donc une entité, vous rachetez une personnalité. Donc, c'est la grosse nuance. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Le rachat des parts et des actions, en fait, emporte de fait le rachat du fonds de commerce, mais également, il est étendu notamment à toutes les créances de la structure. Donc, c'est là où l'ampleur, le périmètre du rachat ou des actions d'une société est plus important que celui d'un fonds de commerce. Encore, mais l'une ou l'autre peuvent parfaitement s'entendre. Le principe, c'est que le rachat d'actions ou de parts est plus engageant et il convient d'être beaucoup plus vigilant, même si je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être dans le cadre du fonds de commerce, mais il faut être beaucoup plus vigilant dans le cadre d'un rachat de parts ou d'actions, dans la mesure où ça peut comporter des incidences ou des conséquences que le fonds de commerce n'entraînera pas, notamment sur la reprise du passif, qui est un point déterminant en fait dans le cadre d'un rachat de société. Alors, j'en profite, je vois qu'il y a une question. Oui. Au final, j'ai trouvé où c'était. Ah, parfait. Comment éviter en cas de rachat de parts sociales d'éviter le rachat du passif non déclaré? Alors, le principe, effectivement, on le mentionne et dans le contrat de cession, on prévoit ce qu'on appelle une clause de garantie de passif. Ça veut dire que votre vendeur et vous vous engagez à racheter la société en fonction d'un niveau de passif qui a été déclaré. Et s'il s'avère que postérieurement à la cession, des dettes devaient faire leur apparition, votre vendeur vous garantit qu'il les prendra à sa charge. Maintenant, c'est ce qu'on avait expliqué dans le cadre de la réalisation de cette formation. La problématique, c'est que tout ça ne reste que du papier. Et il faut être assez pragmatique par rapport à ce type de problématique. C'est que si la problématique se présente, dans 60% des cas, vous allez effectivement avoir une intervention volontaire de votre vendeur qui va être de bonne foi et qui va vous indemniser à hauteur du passif qui n'a pas été déclaré. Mais dans 40% des cas, vous allez avoir affaire à des personnes qui ne l'entendront pas de cette manière-là et vous serez contraint de lancer une procédure en justice afin d'obtenir le versement des sommes qui vous sont dues. Donc, c'est pour ça que la clause, c'est important et c'est même primordial et indispensable de la prévoir. Pour autant, elle ne vous prémunit pas en intégralité d'une attitude de mauvaise foi de votre vendeur qui vous obligera ou qui pourrait vous obliger à saisir un tribunal qui, dans la finalité, condamnera effectivement le vendeur à vous régler les sommes qui ont fait leur apparition postérieurement à la vente et qui n'avaient pas été prévues lors de l'acte de cession. Ce qui est à noter, c'est que votre partenaire bancaire, lorsque vous êtes face à justement un financement pour l'achat de parts de société, votre partenaire bancaire sera très vigilant justement à toutes ces clauses qu'énumérait Maître Hennequin, sur notamment donc, la garantie de passif, puisque ça fait partie des clauses que nous souhaitons voir apparaître dans les contrats lorsque nous accompagnons nos clients. Et cette garantie de passif,
elle n'est que mieux si elle est délivrée par un organisme bancaire. Parce que généralement, quand une banque délivre une garantie de passif, c'est qu'elle a en amont confiance donc, dans le cédant et qu'elle a pris certaines garanties, comme par exemple des nantissements sur des placements qui peuvent qui peuvent vous rassurer, vous, en tant qu'acheteur, puisque dans le cas où effectivement la personne serait de mauvaise foi, il y a, je dirais, une somme qui est séquestrée. Alors, effectivement, maintenant, les moyens de limiter l'impact, c'est de prévoir que dans l'hypothèse d'un doute, mais ce qui peut poser une problématique à votre vendeur, c'est dans le cadre de la garantie de passif, c'est d'organiser une forme de séquestre ou un séquestre auprès de l'avocat, généralement qui a rédigé l'acte de cession, qui prévoit qu'une somme, un pourcentage de la vente restera en séquestre pendant une certaine durée en cas de difficulté qui pourrait apparaître suite à l'apparition d'un passif qui n'aurait pas été déclaré. Ça peut être un élément intéressant puisque dans la mesure où les fonds sont séquestrés, le vendeur ne peut pas en avoir la disposition et nous, ça nous permet, sous réserve de suivre un certain processus, de vous régler directement et ça évite d'avoir recours à la justice notamment. En tout cas, ça limite les cas de recours à la justice. Donc, ça peut être un élément intéressant. Mais dans tous les cas, après, il y a beaucoup de clauses communes entre la cession d'un fonds de commerce ou des cessions de parts ou d'actions de société. La clause de garantie passif est la clause sur laquelle on ne peut absolument pas passer. Après, on peut imaginer aussi une clause de garantie d'actifs, c'est-à-dire que le vendeur, mais ça, je parle bien dans le cas des rachats des parts ou d'actions, le vendeur vous garantit l'étendue de la richesse de l'entreprise ou en tout cas des valeurs qu'elle détient au moment de la cession, ce qui peut être un élément aussi intéressant, notamment quand on reprend des activités qui ont engendré l'achat de matériel. Donc, ça veut dire que votre vendeur vous garantit au moment de la cession la valeur de ce matériel et son bon état. Et si ça n'est pas le cas et qu'on se rend compte qu'une fois que la reprise a été faite, les informations qui ont été fournies ne correspondent pas à la réalité ou de ce qui a été mentionné dans le contrat, également, ça vous donne une capacité à agir pour demander une diminution du prix de vente. D'où l'intérêt clairement de mettre en place un séquestre pour avoir la main et garder la main sur une partie du paiement du prix. Très bien. Donc maintenant, on va voir un peu au niveau de montage juridique, comment on intègre, comment on reprend, on va dire, cette entreprise. Alors, les modes de reprise, et ça on verra avec Thomas, alors, traditionnellement, je suis soit un entrepreneur individuel et je souhaite racheter donc peut-être une société ou un fonds de commerce, soit je suis une société, donc c'est déjà une création d'une personne morale et je souhaite faire l'acquisition soit d'un fonds de commerce ou d'une société. Soit effectivement, je peux, ce qui est assez en vogue et qui peut présenter un intérêt, mais c'est ce qu'on disait également au moment de la réalisation de cette formation, de cette intervention, la société holding peut faire partie des éléments extrêmement intéressants, mais on est vraiment dans du cas par cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de généralité et dire que dès l'instant que je me lance dans une opération de croissance externe, je dois systématiquement mettre en place une société holding. Et en tout cas, quand on parle de structuration par l'intervention d'une société holding, c'est que le principe, c'est que la société va, par le biais d'un endettement, racheter la société cible et par le biais de la remontée des dividendes, va financer l'emprunt. C'est ce qui se fait classiquement. Mais il n'y a pas que ça comme intérêt. Je pense que tout ça doit s'inscrire aussi dans le cadre d'une gestion de patrimoine concernant la mise en place d'une société holding, notamment si vous avez des enfants, parce qu'il peut être extrêmement intéressant en amont de ce projet d'associer vos enfants, qu'ils soient mineurs, c'est parfaitement possible, ou majeurs, dans le but de leur faire bénéficier au moment de la transmission et de votre succession finalement de part sociale, en tout cas d'un patrimoine professionnel à un prix extrêmement intéressant et peu soumis à des droits de succession. Donc, c'est là où ça présente un réel intérêt. Maintenant, la société holding, le but, c'est de faire levier. Donc, c'est de générer de l'emprunt par cette structure et de rembourser cet emprunt par les remontées de dividendes. Mais attention,
La remontée de dividendes, je pense que vous le savez tous, elle sous-entend au préalable que la société dégage un résultat bénéficiaire. Si ma société ne fait pas de bénéfices, donc la société cible qui a été rachetée, je ne serai pas en capacité de faire des remontées de dividendes destinées à régler l'emprunt qui était souscrit par la société holding. Donc, il faut être extrêmement vigilant et même si ça fait partie des montages qui sont souvent proposés, ils ne sont pas forcément adaptés à chaque situation. Donc oui, ça peut clairement s'envisager par ce type de structure. Pour autant, encore une fois, il y a tout ce travail en amont à faire avec notamment son expert comptable pour déterminer et faire un prévisionnel par rapport à l'opération de croissance pour déterminer quels vont être les résultats a priori qui vont être dégagés par ce regroupement d'activités ou cet élargissement des activités. Donc, soyez extrêmement vigilants. Après, la société holding, elle peut être un élément aussi intéressant pour l'optimisation de vos rémunérations, dans la mesure où, selon la forme de la société que vous choisissez, vous pouvez bénéficier de régimes optimisants en termes de taxation et de charges sociales. Donc, il y a beaucoup de points à voir à ce sujet-là avant de déterminer si ça présente une réelle opportunité, d'autant que la création de la holding, au-delà des coûts qu'elle représente, il y a aussi des coûts de fonctionnement qui ne sont pas négligeables. Et puis, voilà, c'est un certain nombre de sujets quand même à balayer en amont avant de s'engager dans cette voie-là, mais ça peut être un élément extrêmement intéressant et ça peut générer une opportunité de croissance parfaitement adaptée à votre situation. Voilà. Après, sur les montages juridiques, on a aussi finalement l'acquisition par voie de fusion. Ça concerne finalement le slide précédent dans la mesure où la fusion va entraîner, comme son nom l'indique, un regroupement des deux entités pour ne faire plus qu'une. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut parfaitement s'envisager. Ça révèle quand même un certain nombre d'éléments de complexité, notamment sur les calculs de les valorisations des deux sociétés, notamment de celle qui va être absorbée par la société absorbante. Dans la mesure, enfin, le marché de la fusion-acquisition concerne quand même des sociétés d'une certaine taille. Ce n'est pas forcément, à mon avis, c'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément les opérations vers lesquelles vous seriez amené à vous diriger, même si ça peut être le cas. Mais je pense qu'il faut surtout vous concentrer ne pas sur les modes qu'on a développés précédemment et ne pas forcément aller vers une procédure de fusion qui, en termes de rédaction et d'intervention d'experts comptables, est quand même assez onéreuse, contrairement aux autres opérations. Et sur les opportunités également, c'est vrai que c'est un sujet qui est peu ou pas abordé. Il faut savoir que aussi votre phase de croissance peut passer par le tribunal de commerce, puisque vous avez certainement entendu parler des procédures qui existent selon des situations plus ou moins complexes et de difficultés qui sont rencontrées par des sociétés de la région, notamment ou sur le réseau national, où vous avez la capacité aussi de vous intéresser aux procédures de vente qui sont mises en place par les tribunaux de commerce, mais l'intermédiaire soit des mandataires de justice, soit des liquidateurs judiciaires, qui régulièrement proposent, par le biais d'annonces légales, vous pouvez regarder dans les journaux d'annonces légales comme La Tribune, qui vous permettent d'établir des dossiers de reprise à soumettre à l'appréciation du tribunal de commerce pour vous permettre de vous positionner sur un rachat, soit de société, soit de fonds de commerce, d'une société qui est en redressement ou en liquidation, et donc de clairement bénéficier d'opportunités, en tout cas qui peuvent être intéressantes pour vos structures, vos sociétés. Maintenant, encore une fois, au préalable, ça requiert un certain nombre de vérifications par rapport à ce type de dossier, à ce type de propositions qui sont faites, car même si effectivement souvent les prix d'acquisition sont extrêmement intéressants, il faut savoir qu'une offre, dès l'instant que vous la formalisez et qu'elle est acceptée par le tribunal, elle est définitive. Vous ne pouvez pas revenir sur cette offre d'acquisition. Donc, si finalement vous vous rendez compte qu'une fois que votre offre est acceptée, que le projet ne vous convient pas, vous ne serez pas en capacité de vous dédire et donc de revenir en arrière et vous serez obligé d'aller au bout du processus. Donc pareil, toujours avantage, inconvénient.
en fonction des situations qui se présentent à vous, mais ça peut être une piste intéressante à creuser et ne pas hésiter à prendre les renseignements auprès des études, donc des mandataires ou des liquidateurs judiciaires qui généralement, lorsqu'ils ont ce type de fonds de commerce ou de parts de société à céder, vous envoient bien volontiers un dossier assez complet avec une analyse de la situation pour vous permettre de vous positionner plus ou moins en connaissance de cause. Très bien. Ce qui est vraiment important, hein, je rebondis, c'est de se faire accompagner, hein, de ne pas partir tout seul dans cette démarche-là. Encore plus hein, quand c'est une entreprise à la barre, hein, si on n'a pas déjà fait cet exercice, l'objectif, hein, c'est voilà, de se faire accompagner pour que ça se passe au mieux. Lorsque vous avez plusieurs entreprises cibles qui peuvent vous correspondre hein, par rapport aux critères que vous avez définis, vous allez établir un diagnostic. Hein, ça, c'est vraiment important. Vous allez analyser donc la structure de l'entreprise, vérifier les contrats. On va pas forcément rentrer plus dans le détail, mais ce qui est important, c'est vraiment rencontrer le cédant, le rencontrer, comprendre comment il travaille, qui sont ses clients, pour vérifier donc par rapport à ce que vous recherchez, si ça correspond à ce que vous recherchez, hein, pour valider cette partie-là, et puis aussi pour voir un peu quel est le rôle du cédant. Est-ce qu'il y a, dans notre jargon, on appelle ça le fort intuitif personnel, mais voilà, si demain le cédant part, est-ce que ça aura des incidences? Est-ce qu'il y aura une perte de chiffre d'affaires? On peut le ressentir et de voir vraiment son rôle, qu'est-ce qu'il fait. Donc tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Et si je peux me permettre par rapport à ça, Roxana, c'est vrai que très souvent et quasiment de manière systématique dans les contrats de cession, on parle d'une cession de fonds ou d'un rachat de parts ou d'actions, on prévoit toujours une clause d'accompagnement du dirigeant qui s'apprête à quitter l'entreprise pour permettre une bonne passation. Ces clauses, elles sont diverses et variées. Le contenu, il est à négocier systématiquement, mais il faut vraiment le privilégier pour que la passation et le transfert d'activité se passent dans de bonnes conditions. Voilà. Oui, ça c'est vraiment, alors chez nous, en tout cas, en tout ce qui concerne la CCI, hein, tous les cédants accompagnent, la moyenne, c'est 3-6 mois. Après, en fonction de la difficulté, ça peut être, la complexité de l'entreprise à reprendre, ça peut être aussi un peu plus long. La même chose, hein, le personnel, bien vérifier qu'on n'est pas avec du personnel. On a dit que c'était un des avantages hein, d'une croissance externe, c'était de récupérer un personnel compétent, donc de bien vérifier qu'on n'est pas avec du personnel proche de la retraite. Voilà, il faut vraiment tout voir et puis ne pas oublier hein, d'évaluer aussi la situation une fois que vous avez vu ces critères qui peuvent correspondre, parce que pour moi, c'est vraiment ce première rencontre, c'est la rencontre avec le cédant. De temps en temps, rencontrant le cédant, on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on recherche au final. Donc, le sujet est clos, si je peux dire ça comme ça. Si par contre c'est le cas, là, il faut vraiment rentrer dans les chiffres et donc dans les situations comptables et financières. Oui, justement, à ce sujet, donc on l'a vu avec Maître Hennequin, lorsque vous rachetez donc, des parts de société, donc vous rachetez le passif, c'est-à-dire les dettes de la société, donc il est important, donc, puisqu'on on est encore dans la crise sanitaire, c'est important de se poser la question sur le recours au PGE. Est-ce que l'entreprise cible a eu recours au PGE? Si oui, quel montant? Qu'a-t-elle fait de cette trésorerie? Est-ce qu'elle l'a consommée? Est-ce que elle a entièrement remboursé le PGE à l'issue des 12 mois initiaux ou est-ce que, par exemple, ça s'est transformé en crédit amortissable? Donc ça, c'est le cas du PGE et c'est le cas de toutes les autres dettes, notamment bancaires, hein, de l'entreprise. Donc c'est bien de se poser la question sur le niveau d'endettement de l'entreprise cible. Alors, j'ai une question de Julien. On va faire le slide d'après et je la poserai juste après. Parce que je pense que ça ira avec. Donc, la valorisation de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a vu qu'en final, l'entreprise correspond aux critères que nous avons définis, il va falloir, bien sûr, le cédant va demander un prix de cession, mais bon, il va falloir vous aussi faire la valorisation de cette entreprise pour peut-être faire une proposition. Voilà, ce qui est déjà à noter, c'est qu'en fonction justement de ce que vous rachetez, si vous rachetez soit donc, le fonds de commerce, soit les parts de la société, la valorisation de la société ne sera pas les mêmes. Tout simplement justement parce que lorsque vous rachetez les parts, eh bien vous rachetez encore une fois le passif, donc les dettes
les dettes de la structure et non pas que le fonds de commerce, c'est-à-dire tous les éléments qui matérialisent l'activité. Donc, la valorisation, elle se calcule de plusieurs manières. On ne va pas rentrer ici dans le détail. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, la valorisation, elle est déterminée à travers forcément l'activité, en fonction de la temporalité et effectivement de l'activité, en fonction également de la crise que nous subissons. Ça a un impact bien évidemment sur la valorisation de la société. À ce sujet, donc, il faut faire attention lorsqu'on détermine une valorisation qu'on ne soit pas sur des entreprises ou des activités qu'on pourrait appeler avec un effet de mode, où on a un chiffre d'affaires qui explose compte tenu du contexte. Je vous donne un exemple, par exemple, la fabrication de masques. Est-ce que, bien évidemment, c'est une activité qui est en plein essor? Est-ce que ça a vocation à durer ou pas? Voilà. Il faut se poser là ces questions-là, et ça a un impact sur la valorisation. On prend encore également le comportement des clients. On a vu que depuis 2 ans, depuis la crise sanitaire, le comportement des clients a un réel impact sur les sociétés qui ont dû se mettre à la page du digital. Maintenant, c'est prépondérant, et ça aussi, ça a un impact sur la valorisation. Où en est la transformation digitale de l'entreprise? Ça aussi, c'est un élément qu'il faudra aborder. Et puis, bien évidemment, parler avec le cédant de l'aspect financier, l'état des lieux de la trésorerie, le niveau d'endettement, c'est ce qu'on a vu juste avant, bien évidemment, le besoin en fonds de roulement. Si, par exemple, l'entreprise est titulaire de brevets, et bien évidemment aussi tous les axes de rationalisation qui peuvent être effectués. Donc ça, tous ces éléments-là rentrent dans la valorisation de l'entreprise, tout comme l'aspect réglementaire. D'accord. Donc notre question qu'on a… Ah pardon, excusez-moi. Non, allez-y. Avez-vous des manières de pouvoir calculer le montant du rachat d'une société cible, cela afin de pouvoir en amont avoir une idée de l'enveloppe nécessaire avant même une réelle négociation? Pardon, alors de l'enveloppe de financement, c'est ça que c'est la question? Voilà, en fait, c'est le montant du rachat. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que en premier lieu, souvent la valorisation, c'est la manière la plus simple, généralement, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est souvent comme ça qu'elle s'est valorisée. Et après, ça peut être aussi un pourcentage ou un coefficient au niveau de la rentabilité. Et après, pour savoir l'enveloppe bancaire, ça dépend de la rentabilité de l'affaire, si vous voulez, puisque, comme l'a dit Maître Hennequin, c'est très souvent la remontée de dividendes qui va permettre de rembourser le crédit que vous allez solliciter. Et donc, dans ce cas-là, c'est le niveau de rentabilité de l'affaire cible qui va nous permettre de déterminer le financement que le banquier va pouvoir vous prêter. Je pense que la question, en fait, c'est avoir une idée du prix avant de rentrer en négociation. Donc, un prix sur lequel, donc moi, je dirais, après, vous me corrigez, Thomas, mais je dirais que la question, c'est en fait faire le travail de la valorisation de l'entreprise par son expert comptable et de soit en même temps se faire un business plan pour voir jusqu'à quel prix, quel est le prix le plus haut et le plancher, c'est jamais Bien trop sûr. Compliqué, on va voilà, dire. C'est ça. Si vous voulez avoir un ordre d'idée, généralement le plus simple, bien que ça reste une valorisation approximative, mais généralement on a un bon ordre d'idée lorsqu'on prend un pourcentage du chiffre d'affaires. En fonction de l'activité, généralement on peut trouver ces informations-là chez l'expert comptable par exemple, mais en fond, telle activité, on sait que la valorisation d'une entreprise, Roxana prenait l'exemple d'une entreprise de nettoyage, on sait que c'est tant de pourcents du chiffre d'affaires ou tant de pourcents du résultat final. Donc ça, ce sont des informations qu'on peut trouver aisément auprès de nos partenaires, des partenaires, l'expert comptable, l'avocat, le banquier, ou même sur Internet. Voilà, après, il y a d'autres choses, bien sûr, qui rentrent en compte, hein, la rentabilité aussi de l'entreprise. Il faut aussi un peu en tenir compte. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est de voir avec son comptable, de déjà faire la valorisation de l'entreprise, que quelqu'un
de neutre et non le cédant, voilà, et non le comptable du cédant donne son avis. Les comptables du cédant, ils sont toujours un peu plus généreux, nous remarquons. Donc, donne son avis. Et puis après, vous, pour savoir quelle est votre enveloppe, faire un peu ce travail de business plan en amont pour dire, bon, moi, je ne peux pas aller plus loin que tel montant. En fonction de la rentabilité de ma propre entreprise et de la rentabilité de l'entreprise cible. De toute façon, d'une manière générale, on va partir souvent du prix du cédant, qui n'est pas forcément corrélé à une réalité, mais ça permet de fixer une base. Et sur ce prix proposé, c'est après d'appliquer des retraitements et de procéder aux vérifications au niveau des 2 ou 3 derniers bilans, parce que ça aussi, c'est important. Et là, on en parlait fort justement des entreprises, enfin, des activités qui ont un peu le vent en poupe aujourd'hui, mais qui ne correspondent pas forcément à une réalité de marché et pour lesquelles il faut vraiment remonter et prendre le maximum d'antériorité sur leur activité pour s'assurer que, enfin, pour avoir une image beaucoup plus fidèle de l'activité lorsqu'elle est dans une cadence régulière et normale. Mais le principe, c'est que le moyen d'établir et de déterminer quel est le prix de vente par principe d'une société, il passe systématiquement par l'intervention d'un expert comptable. Le coût n'est pas extrêmement élevé parce qu'il y a différents types de méthodes qu'on peut appliquer, mais il ne faut pas, surtout pas vous laisser embarquer par une évaluation qui est faite, comme vous le disiez, Roxana, par l'expert comptable de la société qui est en projet de vente, parce que systématiquement, il y a un manque d'objectifs clairement qui est avéré sur quasiment 100% des dossiers. Et on se rend compte que le retraitement comptable qui est fait, mais aussi juridique, par rapport à l'analyse des risques potentiels que peuvent présenter certaines activités, ou aussi en termes de droit du travail, aussi, qui est une grosse donnée à prendre en compte lorsqu'il y a une reprise de personnel. Et donc, c'est pour ça qu'aller voir un expert comptable quand même, pour qu'il vous détermine plus ou moins une valeur de principe, c'est prépondérant. Et là, une autre chose importante sur l'aspect financier, sur la trésorerie, on remarque, moi c'est ce que je remarque dans les derniers bilans qu'on a en ce moment en main, sur certains, on a une belle amélioration de la trésorerie, mais attention avec un PGE derrière, donc vraiment une situation, il faut vraiment faire une situation aussi assez au minimum, voilà, il faut vraiment demander une situation parce que soit ils ont remboursé une partie de ce PGE, c'est le cas dans certaines entreprises, ils peuvent avoir remboursé par exemple la moitié et le reste l'étaler. Donc, il faut vraiment voir cette partie-là. J'ai remarqué que voilà, entre 2020 et le futur bilan 2021, il y aura des choses qui vont pas mal changer. Donc, bien une situation comptable. J'ai rencontré un cédant il n'y a pas longtemps. Il m'a dit j'ai pris 250 000 de PGE, j'en ai gardé 100. Ben non, en fait, il m'a fait une situation, il n'a pas gardé 100, il en a gardé 150. Bon, ça change. Donc, vraiment une situation comptable avant aussi, surtout dans ces périodes-là, par rapport à la trésorerie et par rapport aux emprunts. Oui, tout à fait. Important. Donc, une fois qu'on a valorisé l'entreprise et qu'on a fait une proposition, il va falloir financer. C'est ça. Une fois que vous êtes mis d'accord avec le cédant, on va passer sur le volet financement de la reprise. Financement de la reprise, quasi systématiquement, on passe par un prêt bancaire. L'autofinancement est possible, bien évidemment. Ça n'est jamais la solution privilégiée parce que je pense que c'est toujours mieux de recourir à un prêt bancaire, ne serait-ce que pour ne pas se démunir d'une trésorerie qui est toujours importante lorsqu'on est chef d'entreprise. Par contre, bien évidemment, par autofinancement, on peut entendre l'apport parce que forcément, lorsqu'on est face à une acquisition soit de fonds de commerce, soit de part sociale, votre partenaire bancaire va vous demander un apport dans le montage du projet. Généralement, pour ce type d'investissement, il n'est pas rare que le montant minimum d'apport demandé soit de l'ordre de 20%. Ça paraît être un bon niveau d'apport. Donc ensuite, une fois que votre apport est déterminé, bien évidemment, vous allez voir votre partenaire bancaire pour mettre en place un prêt bancaire. Un prêt bancaire, généralement, c'est simple, il est fait sur une durée qui peut aller jusqu'à 7 ans. N'hésitez pas à demander à votre partenaire bancaire la mise en place d'une franchise, au moins franchise en capital, peut-être pendant 3 mois ou 6 mois, le temps de débuter, je dirais, la reprise de l'activité. Ça vous permettra d'avoir des mensualités allégées.
Donc après, je dirais en fonction du moment, les taux varient, mais ça, après, ça fait partie donc, de votre relation avec vos établissements bancaires. Le financement va être assujetti, bien évidemment, à la mise en place de garanties. Donc, les garanties qui peuvent être adossées à un financement bancaire, elles sont de plusieurs natures. On a bien évidemment des garanties qui vont être prises sur l'entreprise qui est rachetée ou l'activité, comme par exemple le nantissement du fonds de commerce. On peut, dans le cas d'un rachat de parts, on peut effectivement nantir les parts, mais c'est quelque chose qui a moins c'est moins fait par le banquier, encore que. Et puis, on peut prendre des garanties sur l'outil d'exploitation, sur les machines ou autres. Lorsque, par exemple, vous achetez un fonds de commerce et que vous avez besoin d'un financement pour renouveler du matériel, bien, on peut prendre des garanties sur le matériel qui est financé. Et bien évidemment, votre partenaire bancaire pourra vous demander de vous impliquer personnellement dans ce financement par le biais d'une caution personnelle. C'est quelque chose qui peut être demandé. Le financement peut passer par des fonds d'investissement, mais ça reste quand même plus rare et destiné à certaines typologies de sociétés comme des sociétés innovantes type start-up ou sur des montages un peu plus sur des levées de fonds ou ou quelque chose qui n'est peut-être moins le sujet de notre webinaire actuel, encore que Maître Hennequin, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est vrai qu'après, principalement, les fonds d'investissement concernent à 99% des activités innovantes, donc tout ce qui génère de la nouvelle technologie ou du dépôt de brevets, enfin, tout ce qui est autour de l'innovation. Et parce que leur but, c'est de parier sur une croissance extrêmement importante et rapide en vue de recevoir une rentabilité sur les fonds investis, ce qui est rarement le cas pour le coup sur des PME, TPE ou des activités qui ne sont pas dans les domaines de l'innovation. Donc, la question du fonds d'investissement, du capital risque, bon, elle existe, mais pour des activités qui ne sont pas innovantes, il est peu probable que les dossiers soient suivis et qu'il y ait des investissements. Même si c'est possible, mais ça reste assez rare. Voilà, vous avez mis les deux noms des fonds d'investissement qui sont plutôt sur de la reprise d'entreprise, hein, qui traitent ce sujet un peu particulièrement. En effet, hein, c'est sur des chiffres d'affaires aux alentours des 5 millions, mais bon, ça a le mérite d'exister, donc voilà. Et donc, du coup, quand le financement, quand vous allez voir votre établissement bancaire, votre banquier, eh bien forcément, vous allez lui présenter un dossier. Voici à peu près tous les thèmes qu'il faudra aborder. Bien évidemment, en premier lieu, donc c'est ce que nous avons vu dans les slides juste avant, donc c'est le montage et les éléments juridiques. Bien le montage, on parlait tout à l'heure d'une holding, c'est important de savoir qui rachète. Est-ce qu'on fait ça par rapport à votre société d'exploitation actuelle? Est-ce que vous créez donc une holding pour le faire? Les financements ne seront pas exactement les mêmes et les modes de remboursement non plus, puisque si vous achetez par votre société actuelle, votre société d'exploitation actuelle dégage déjà une rentabilité, donc cette rentabilité permettra de rembourser une partie du nouveau prêt qui sera demandé en plus de la rentabilité de la faire racheter, alors que, comme disait Nicolas, Maître Hennequin, si c'est par le biais d'une holding que vous rachetez, bien évidemment, là, le prêt ne sera remboursé qu'à travers la remontée de dividendes. Donc, très important de dire qui achète. Qui achète, c'est rentrer dans le détail, vous présenter, vous, avec votre expérience, présenter donc, votre société, ce que vous faites actuellement. C'est toujours très important également de mettre en avant les synergies qui sont possibles, justement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la croissance externe, entre votre société actuelle et la société cible, là où également vous allez pouvoir mettre en place des économies d'échelle, par exemple. Une fois que vous avez ce montage-là qui est bien mis en place, bien évidemment, vous allez mettre en place un business plan. Le business plan, si vous voulez, quelque part, c'est la synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ça regroupe les informations, donc vos propres informations, les informations sur la société rachetée. Là, il est très important de
de présenter l'entreprise cible, je dirais, sur toutes les coutures, sur les éléments économiques, sur les éléments financiers, et de présenter donc dans ce business plan un prévisionnel sur 3 ans, c'est suffisant. Sur 5 ans, ce n'est pas forcément utile et pas forcément parlant. Donc, c'est important. Tous ces éléments-là doivent être retranscrits dans le business plan. C'est vraiment le dossier que votre établissement bancaire va regarder à la loupe, sur lequel il va vous poser les questions, parce que toutes les questions que vous vous êtes posées en amont, donc au moment où vous portiez acquéreur, et bien forcément le banquier va avoir les mêmes interrogations. Donc c'est important de montrer que vous avez déjà réfléchi à tout cela et vous avez déjà des solutions. Donc vous pouvez mettre en avant donc, les avantages de la société cible, pourquoi vous rachetez telle société, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, donc les synergies, les économies éventuelles, le rôle du cédant, comme disait Roxana, effectivement, puisque, a priori, le rôle du cédant, c'est vous, chef d'entreprise, qui allez maintenant l'occuper. Donc, est-ce qu'il est possible de continuer à gérer votre entreprise plus vous occuper de l'entreprise rachetée? Tout ça, c'est tous des éléments qu'il sera important de faire figurer dans votre business plan parce que ce sont des questions que votre établissement bancaire se posera. Et donc, après, bien évidemment, les critères financiers, donc là, appuyés d'un expert comptable, donc les chiffres de la société cible, au moins les 3 derniers bilans, plus le prévisionnel sur les 3 années, sur 3 ans. C'est important aussi de faire figurer, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le niveau je dirais quand vous achetez une société, que ce soit le fonds de commerce ou les parts de société, il y a une partie matérielle. Donc, c'est important de mettre en avant si ce matériel est neuf ou au contraire, si par exemple, il est déjà amorti et s'il va falloir prévoir à échéance 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, peut-être de le changer. Donc, là encore, c'est des choses qu'il faut parler dès la mise en place de ce financement parce que c'est quelque chose qu'il faut voir dans sa globalité. Et ça revient à parler, si vous voulez, du niveau d'endettement de l'entreprise. Donc, vraiment, là-dessus, il faut essayer d'être le plus exhaustif possible. Et après, donc, le niveau d'endettement, bien, donc, comme on l'a vu, l'endettement de la société, si vous rachetez les parts, il est très important de se poser la question sur la structure que vous achetez. Est-ce que c'est une structure équilibrée ou au contraire déséquilibrée? Le niveau des dettes, bien évidemment, parce que dans le cas de rachat de parts, ça sera à vous de faire face aux dettes de la société. Donc, de par l'activité elle-même, vous allez devoir continuer à rembourser les dettes de la société, plus à rembourser le nouveau crédit sollicité par le biais donc, des remontées de dividendes. Encore faut-il, comme le disait Nicolas, qu'il y ait des dividendes à distribuer. Donc voilà, le niveau d'endettement, c'est quelque chose de très important et bien évidemment, votre établissement bancaire, votre banquier vous accompagnera là-dessus et regardera ça avec vous pour voir si tout simplement le financement est possible. Ouais, c'est important, je pense. Hein, on le voit de temps en temps, alors pas forcément que sur de la croissance externe, mais des repreneurs qui vont voir leur banquier juste avec les 3 derniers bilans de l'entreprise, cible et point final. Il faut vraiment préparer, pour avoir toutes les chances d'avoir le financement, de bien préparer ce rendez-vous avec le banquier. Hein. Dans le cas dans la présentation de l'activité, quand vous rachetez une activité, il est aussi important de dire un mot sur le chiffre d'affaires. Donc, on l'a vu bien évidemment avec ces chiffres d'affaires qui peuvent être en plein essor parce qu'on est sur une activité entre guillemets de mode, mais à contrario, si on a un chiffre d'affaires stable et qui est en plus fait grâce à des contrats récurrents, c'est très important de le mettre en avant devant son établissement bancaire et c'est quelque chose qui peut permettre pour le cédant d'avoir un niveau de valorisation qui est plus élevé qu'une moyenne parce qu'on a des contrats récurrents. Donc ça, c'est quelque chose bien évidemment à regarder. À noter une chose, lorsque vous rachetez des parts de société, vous avez aussi la possibilité, on le voit depuis ces dernières années, de mettre en place des clauses qu'on appelle des clauses de earn-out. C'est simplement le fait de dire que le prix de vente peut être minoré ou majoré en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires futur. Si le chiffre d'affaires connaît une évolution, enfin une augmentation de 10% ou au contraire, s'il
il connaît une régression de 10%. Alors 10%, 20%, ça c'est à déterminer avec le cédant, hein, mais ça peut donner lieu à un bonus sur le prix de vente pour le cédant ou au contraire, à minima, ça peut donner lieu à une réduction du chiffre d'affaires, enfin du prix de vente. Ça, c'est des choses que nous voyons apparaître depuis quelques années. Voilà. Donc, une fois que tout ça est mis en place, après, vous avez trouvé votre partenaire bancaire, vous avez racheté la société, et puis derrière, il ne restera plus qu'à réussir l'intégration de la société cible avec votre activité actuelle. Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On a essayé de balayer un peu tous les thèmes. Sachez qu'on reste sur le même sujet, c'est de vraiment vous faire accompagner. C'est très, très, très important. On vous a mis nos contacts, vous avez vraiment tout, parce que nos participants ont accepté de mettre aussi leur portable. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous souhaitez rentrer en contact avec nous. Si vous avez des questions, on est à votre écoute. Sinon, nous allons peut-être conclure. Corinne, peut-être que je te laisse conclure. Alors, c'est Solène. Solène, N'hésitez pas à prendre la parole, en tout cas, ou à lever la main ou à le réécrire dans le chat si vous avez une dernière question. De toute façon, vous pourrez retrouver tout le replay à partir de demain sur notre site. Je vais vous mettre le lien instantanément également dessus. Vous aurez la présentation et le replay. Je vous le mets dans le chat. Et s'il n'y a plus de questions, on va remercier tous les intervenants de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et pour nos adhérents, on vous retrouve dès vendredi matin pour le prochain atelier dans nos locaux. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Et on a une grande soirée de lancement de la campagne CCI pour ceux qui le souhaitent vendredi soir à partir de 18h. Ça marche. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.